Une pauvre femme de ménage a payé la course de taxi d'un inconnu sans savoir qu'il était millionnaire. Quelques jours plus tard, il l'a laissé sous le choc. Claire Dubois avait 32 ans, mais son visage semblait figer le temps dans une expression à la fois douce et fatiguée. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce les nuages gris de la banlieue lyonnaise, elle quittait la petite maison où elle vivait avec sa mère malade. Elle marchait en silence jusqu'à l'arrêt du bus, son sac de ménage sur l'épaule, les mains rougies par les hivers successifs et les pensées enveloppées d'une routine qui ne laissait place à aucun éclat. Elle travaillait comme femme de ménage dans plusieurs hôtels et bureaux du centre-ville, des lieux que les gens traversaient sans vraiment les voir, où l'on croisait Claire sans jamais vraiment la regarder. Elle nettoyait les traces de vie pressée, ramassait les miettes de repas oubliés, effaçait les empreintes de pas dans les couloirs de marbre. Tout était silencieux dans sa vie, même sa gentillesse. Une gentillesse profonde, jamais ostentatoire, que peu de gens prenaient le temps de remarquer. Sa mère, Lucie, autrefois couturière pleine de vie, était maintenant clouée au lit par une maladie dégénérative. Claire s'occupait d'elle dès son retour du travail, préparant des soupes tièdes, ajustant les oreillers, lisant à voix basse les lettres du passé que sa mère aimait encore entendre. Le soir, elle s'autorisait une tasse de thé en regardant par la fenêtre, comme si quelque chose au loin pouvait encore changer. Mais Claire ne rêvait pas de gloire ni de miracle. Son plus grand désir était la stabilité, une existence simple, sans drame ni manque. Pouvoir payer les factures à temps, voir sa mère sourire une fois par jour, et peut-être de temps en temps sentir que sa présence comptait. Elle ne se plaignait jamais, elle n'enviait pas les autres, elle avançait, sans bruit, sans attente. Les dimanches, elle allait au marché avec une vieille charrette à roulettes, saluait le fromager, échangeait quelques mots avec la boulangère. Ce n'était pas de véritables conversations, mais elles suffisaient à lui rappeler qu'elle faisait encore partie du monde. Le soir, elle notait les dépenses de la semaine dans un petit carnet à couverture verte, puis s'asseyait près de sa mère, écoutant sa respiration comme une prière. Sa vie n'avait rien d'exceptionnel, et pourtant, chaque détail de son quotidien formait un tableau de résilience silencieuse, de dignité discrète. Jusqu'au jour où, sans crier gare, un imprévu s'invita sur son chemin. Un détail à peine visible qui allait fissurer l'immobilité de ses journées. Ce fut un jeudi, un jour comme les autres. Claire venait de terminer un remplacement dans un hôtel du centre. Le ciel était lourd, les trottoirs brillants de pluie. Elle pressait le pas vers l'arrêt de taxi, pensant à la soupe de lentilles qu'elle devait préparer. Rien ne laissait présager que ce moment précis marquerait le début d'un changement. Pourtant, en s'approchant, elle le vit. Un homme seul debout sous la pluie, l'air perdu, presque déplacé dans ce décor ordinaire. Il portait un manteau sombre qui semblait hors de prix, mais il n'avait ni parapluie ni téléphone à l'oreille comme tous les autres cadres qu'elle croisait. Quelque chose dans son attitude tranchait avec le reste. Il ne regardait pas sa montre. Il fixait le sol, les mâchoires serrées, comme si le monde venait de se dérober sous ses pieds. Claire ralentit un peu, observant à distance. Elle n'avait pas l'habitude de s'impliquer, encore moins avec des inconnus. Mais il y avait dans cette image quelque chose qui perturbait l'ordre habituel des choses. Elle continua sa marche, sans savoir que cette scène allait la hanter toute la nuit, et que ce regard perdu aperçu entre deux gouttes de pluie deviendrait bientôt impossible à oublier. La pluie tombait drue, fine et insistante, dessinant des ruisseaux le long des trottoirs fissurés. Claire, enroulée dans son manteau trop fin pour une fin d'après-midi aussi glaciale, accéléra le pas. Sa journée avait été longue. Les couloirs d'un hôtel de standing l'avaient usée plus que d'habitude. Chaque chambre ressemblait à la précédente, chaque salle de bain brillait de la même propreté rigoureuse qu'elle s'efforçait de maintenir. Il était presque 18 heures quand elle atteignit enfin l'arrêt de taxi, espérant que l'un d'eux passerait rapidement pour l'épargner d'un trajet détrempé jusqu'à la maison. C'est alors qu'elle le vit. Il se tenait debout, les épaules légèrement voûtées sous un manteau sombre d'une coupe élégante. Son allure, bien qu'impeccable, trahissait une nervosité mal dissimulée. Claire le remarqua d'abord sans vraiment y prêter attention. Il semblait attendre, comme elle. Mais à mesure qu'elle approchait, des détails commencèrent à sauter aux yeux. Il ne tenait pas de téléphone, ne parlait à personne, et pourtant regardait autour de lui avec une urgence silencieuse. Un homme de son apparence, seul, sans parapluie, sous une pluie battante, à l'arrêt d'un taxi dans un quartier résidentiel peu fréquenté.
Cela ne collait pas. Il fouillait ses poches, fronçant les sourcils, puis regardait de nouveau la route comme si un miracle allait surgir. Claire s'arrêta à quelques mètres, faisant mine d'attendre elle aussi. Elle jeta des coups d'œil discrets. Il semblait perdre patience, mais pas de la manière bruyante ou exaspérée que l'on voit souvent. Il gardait une contenance étrange, comme s'il luttait pour ne pas céder à l'inconfort. Lorsqu'un taxi s'approcha enfin, ses yeux s'éclairèrent, mais l'éclat s'éteignit aussitôt. Le véhicule s'arrêta juste devant eux. Claire ne bougea pas. L'homme s'avança d'un pas puis recula, visiblement embarrassé. C'est à ce moment-là qu'il se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il n'y avait aucune arrogance dans ses yeux, seulement une gêne sincère, presque désarmante. Il s'éclaircit la gorge, fit un pas vers elle. « Pardonnez-moi, je suis désolé de vous déranger. Je n'ai ni portefeuille, ni téléphone. On vient de me voler mes affaires, je crois. Je ne sais même pas où aller. » Claire le regarda silencieuse. Sa voix était posée, mais elle décelait une tension réelle. Il n'inventait pas. Elle le savait. Elle baissa les yeux, hésita une seconde, puis, sans rien dire, elle s'avança, ouvrit la portière du taxi, s'adressa rapidement au chauffeur pour lui indiquer une adresse quelconque, avant de sortir un billet humide de sa poche et de le tendre au conducteur. L'homme la regarda, interdit. « Non, je ne peux pas accepter. » Elle haussa les épaules, sans lui répondre, puis tourna les talons. Elle n'attendait rien, ni reconnaissance ni explication. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais quelque chose dans cet homme avait touché une corde sensible. Peut-être était-ce le désespoir muet ou l'élégance perdue d'un homme brusquement ramené à l'impuissance. Il resta un instant figé, puis monta dans le taxi. Avant que le véhicule ne démarre, il abaissa la vitre. La pluie battait toujours le trottoir. « Merci, vraiment. Je m'appelle Marc. » Claire fit un léger signe de tête sans sourire. Le taxi s'éloigna, laissant derrière lui des éclaboussures et un étrange sentiment d'irréalité. Elle resta là quelques secondes, le regard fixé sur le vide, puis reprit son chemin à pied, sous la pluie. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ne dit rien à sa mère. Elle prépara la soupe, installa le plateau, puis resta silencieuse pendant tout le repas. Elle revoyait sans cesse le regard de l'homme, ce mélange de gratitude et de confusion, ce nom qu'il avait prononcé comme une promesse laissée en suspens. Marc, cela n'avait rien d'extraordinaire, et pourtant, l'image persistait. En s'installant dans le fauteuil du salon, un vieux livre sur les genoux, elle repensait aux circonstances de leur rencontre. Cela n'avait duré que quelques minutes. Un simple geste, un billet offert, une course payée. Mais pourquoi y pensait-elle encore des heures après? Elle ne connaissait pas cet homme. Il pourrait être n'importe qui, un menteur, un escroc ou un simple homme malchanceux. Mais il n'avait pas le regard de ceux qui mentent. Et cette voix, elle n'était pas suppliée ni tremblante, juste posée comme s'il n'attendait pas qu'on l'aide vraiment, mais qu'il avait tenté quand même. Claire ne croyait pas aux coïncidences magiques ni aux destins croisés. Elle avait vu trop de jours se ressembler pour croire aux récits romanesques. Pourtant, quelque chose s'était produit. Ce n'était pas un frisson d'amour ou une intuition fulgurante, c'était plus subtil, plus profond, une sorte de reconnaissance invisible, comme si, pendant un instant, deux mondes que rien ne liait s'étaient frôlés. Le lendemain, tout reprit comme d'habitude. Elle se leva tôt, prépara le petit déjeuner de sa mère, prit le bus, nettoya des bureaux impersonnels où l'on ne retenait jamais son prénom. Personne ne lui demanda comment elle allait. Personne ne se doutait que, la veille, elle avait croisé un homme qui ne s'appelait pas simplement Marc, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait laissé une trace. Elle n'en parla pas à ses collègues. Du moins, pas tout de suite. Ce n'est que le surlendemain, pendant une pause, qu'elle évoqua brièvement l'épisode. Une de ses collègues, une femme bavarde et moqueuse, éclata de rire. « Toi, t'as une âme de bonne sœur. Faut que tu sauves tout ce qui bouge. » Claire sourit en coin, mais ne répondit pas. Elle ne se reconnaissait pas dans cette description. Elle n'avait pas voulu sauver qui que ce soit. Elle avait seulement agi sans réfléchir, comme on tend la main à quelqu'un qui chute. Elle aurait aimé pouvoir oublier, laisser tout cela se dissoudre dans l'eau grise de sa routine. Mais l'image persistait, et ce nom, qu'il avait prononcé d'une voix grave et douce, Marc. Les jours qui suivirent, la vie de Claire reprit son cours avec une régularité presque mécanique. Le réveil aux aurores, les trajets en bus silencieux, les heures passées à faire briller des surfaces qui ne lui appartenaient pas,
puis le retour dans la petite maison au fond d'une rue tranquille où l'attendait sa mère. Rien ne semblait différent en apparence, et pourtant, dans un coin discret de son esprit, le souvenir de cet homme, Marc, restait accroché comme une tache que le temps ne parvenait pas à effacer. Elle ne l'attendait pas. Elle n'imaginait pas qu'il revienne frapper à sa porte. Mais son esprit, contre sa volonté, se surprenait à scruter certains visages dans la rue, à guetter une silhouette familière à un coin de trottoir. Elle se moquait d'elle-même, en silence. Ce n'était rien. Juste un homme perdu sous la pluie. Un regard échangé, quelques mots prononcés, une course de taxi réglée. Une scène banale qui, dans n'importe quelle autre vie, serait oubliée dès le lendemain. Et pourtant, ce regard ne quittait pas sa mémoire. Elle tenta de l'expliquer un soir à une collègue pendant une pause déjeuner. Une femme plus jeune, bavarde et curieuse, qui avait pour habitude de transformer chaque anecdote en comédie. « Tu sais que tu fais peur, Claire? Toi, tu pourrais finir dans un couvent. Qui paie un taxi à un inconnu comme ça de nos jours ?» Claire haussa les épaules. Elle n'avait pas envie de se justifier. Ce n'était pas un acte héroïque, ni une preuve de naïveté excessive. C'était une impulsion, un geste spontané. Et malgré les moqueries légères, elle ne regrettait rien. Ce qu'elle regrettait peut-être, c'était de ne pas savoir qui il était réellement, ni ce qu'il avait fait après être monté dans ce taxi. L'avait-il oublié dès le lendemain? Avait-il raconté l'histoire à quelqu'un comme une mésaventure de passage? Plusieurs jours s'écoulèrent, puis une semaine entière. Claire retourna à l'arrêt de taxi à la même heure, une fois ou deux, par pure coïncidence, se disait-elle. Mais il n'y avait personne. Aucun Marc perdu, aucune silhouette élégante sous la pluie. L'anonymat du quotidien reprenait toute sa place, couvrant comme un voile la brève exception de cette rencontre. Un soir, en classant des papiers dans un tiroir de la cuisine, elle retrouva le ticket de caisse froissé de ce jour-là. Le numéro du taxi était encore lisible. Elle resta là un moment, le papier entre les doigts, puis le jeta dans la poubelle sans hésitation. Elle ne voulait pas devenir cette personne qui court après des fantômes. Et pourtant, une part d'elle s'était déplacée ce jour-là. Une certitude discrète. Quelque chose avait été ébranlé dans son monde. Pas un miracle, pas une révélation, mais un froissement subtil dans la monotonie. Elle ne cherchait pas une histoire d'amour, ni une revanche contre le destin. Elle voulait juste comprendre pourquoi un détail aussi insignifiant refusait de quitter ses pensées. La nuit, elle rêvait parfois de cette scène, mais modifiée. Parfois, il lui disait quelque chose de plus. Parfois, il ne partait pas. D'autres fois, il revenait avec des explications. Mais au réveil, tout s'effaçait, et il ne restait que le silence de sa chambre, le ronflement discret de sa mère dans la pièce voisine et le cliquetis familier de la bouilloire sur la cuisinière. Les semaines passaient. Claire cessait peu à peu d'y penser. Le souvenir perdait en intensité, comme une photo qui jaunit au fil du temps. Elle se disait qu'elle avait romancé l'épisode, que c'était la fatigue ou la solitude qui avait donné à cette rencontre une importance démesurée. Après tout, il ne s'était rien passé. Puis un jour, alors qu'elle changeait les draps dans un petit hôtel du quartier Saint-Paul, elle aperçut dans le couloir une silhouette qui, pendant une fraction de seconde, lui fit croire que c'était lui. Mêmes épaules droites, même manière de se tenir. Son cœur accéléra. Mais lorsque l'homme se retourna, c'était un inconnu, pressé et impassible. Elle retourna au travail, un peu honteuse d'avoir été aussi facilement troublée. Elle en parla brièvement à sa mère ce soir-là. Lucie l'écoutait avec la patience lasse des personnes qui n'ont plus l'énergie de juger ou de commenter. Elle ne dit rien de plus qu'un « Tu es gentille, Claire », avant de refermer les yeux. Gentille. C'était le mot que tout le monde utilisait à son sujet. Gentille, effacée, tranquille. Personne ne voyait la profondeur de ce qu'elle ressentait, ni la violence contenue de certains silences. Claire, elle, avait appris à faire avec. Elle acceptait que le monde ne se soucie pas des détails qui l'habitaient, mais cela ne signifiait pas qu'elle ne les vivait pas intensément. Marc était parti, disparu, et elle ne saurait jamais pourquoi ce regard, ce ton de voix, cette présence si brève avait résonné en elle. C'était un mystère sans suite, une parenthèse sans réponse. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que, dans une autre partie de la ville, Marc pensait encore à elle. Il n'avait pas oublié ce geste inattendu. Il ne savait pas qui elle était, ni comment la retrouver, mais il avait gardé le souvenir d'un regard franc, d'un geste silencieux, d'un moment suspendu. Et il n'était pas du genre à laisser les choses en suspens.
Claire poussa la petite porte de la maison, le visage marqué par la fatigue, et fut saisie par l'étrange apparition devant son regard encore embué. Une voiture noire, d'un modèle qu'elle n'avait jamais vu de près, se tenait sagement sur le petit chemin de gravier. Chacune de ses lignes brillait sous la lumière blafarde des lampadaires du quartier. Elle s'arrêta net dans son mouvement, les sacs de ménage toujours en main. La surprise lui coupait le souffle. Jamais, ni dans ses rêves les plus lointains, elle n'aurait imaginé cela devant sa propre maison. Comment savait-on où elle habitait? Comment avait-il trouvé ce chemin qu'elle n'empruntait qu'à pied, à un moment précis, quand la nuit se prépare à tomber? Dans le salon, sa mère, assise sur un petit fauteuil, fronça les sourcils devant cette vision impromptue. Elle-même, moins alerte que jadis, sentit la tension soudaine irradier entre les murs étroits de la maison. Elle murmura le nom de Claire, comme pour l'inviter à avancer, malgré tout. Mais la jeune femme hésita, oubliant pour un instant la soupe encore chaude sur la table basse, les miettes de pain qu'elle avait effacées avec soin et la faiblesse du corps de sa mère qu'elle connaissait par cœur. Puis, les portes s'ouvrirent et un homme élégant descendit du véhicule. Il portait un costume sobre, mais d'une qualité aisément devinée par la posture et les plis parfaits de l'étoffe. Un imperceptible parfum de cuir neuf et de parfum discret flotta dans l'air. Il resta un instant immobile sur le pas de la porte, repoussant une mèche qui lui tombait sur le front, avant de prendre la parole d'une voix posée, maîtrisée. Il demanda à voir Claire. Sa mère, surprise, hésita avant de l'inviter à entrer. Le cœur de Claire battait la chamade, comme si chaque battement chassait un peu plus le sommeil de ses muscles endormis par tant de jours trop longs. Comment osait-il apparaître ainsi, sans prévenir, dans leur intimité? Claire monta les quelques marches, laissant les sacs de ménage près du seuil. L'air à l'intérieur était lourd de chaleur humaine, de vêtements lavés, de soupe tiède. Il était différent dehors. Il hésita un instant, puis s'excusa d'avoir débarqué ainsi, expliquant qu'il la cherchait, elle, la même qu'à l'arrêt de taxi, dont il avait oublié le visage, mais dont la voix, la silhouette, le geste l'avaient hanté. Il s'appelait Marc. Il ne savait pas comment la retrouver. Il chercha pendant 2 jours, aidé de connaissances, de réseaux. Il avait fini par découvrir où elle habitait, sans l'avoir planifié, sans avoir même osé espérer. Il était resté dans la voiture pendant un instant, observant la maison qui lui semblait si pauvre et si vraie, une fois le moteur coupé. Il avait imaginé 1000 scénarios avant de se décider à frapper à la porte. Et il ne voulait rien d'autre que lui expliquer. Ni promesse grandiose, ni espoir absurde, juste une vérité fragile, née dans un geste simple, échangé sous la pluie. Claire sentit les larmes monter, comme une rivière lente après la sécheresse. Pas de soulagement ni de triomphe. Elle ne savait pas si elle devait lui en vouloir d'être venue, de la voir avec sa mère malade dans un décor si éloigné du monde de la technologie dont il faisait partie. Elle se demanda si elle serait capable de regarder dans ses yeux et de ne pas voir l'écart immense entre 2 mondes. Elle se demanda aussi si c'était cela, la chance inattendue, ou simplement un rappel cruel que l'imprévisible existe, même pour elle, qui vivait dans une bulle de constance. Le salon était petit, encombré de souvenirs, de pilules sur une table de chevet, de chiffons prêts à être utilisés. Tout respirait l'économie, la prévisibilité, les gestes répétés. Il y avait un vase de plastique contenant des fleurs fanées sur la petite table. Il s'en souvint soudain comme une preuve de la vie qu'elle menait, aussi belle dans sa simplicité qu'implacable dans son abandon à la routine. Marc s'approcha, non pas pour s'imposer, mais comme on approche quelqu'un avec douceur, en dévoilant sans prétention. Il expliqua à la mère de Claire qu'il ne venait pas pour effacer la fatigue, ni pour changer quoi que ce soit. Il venait seulement pour lui dire qu'après avoir quitté ce taxi, quelque chose s'était déclenché dans son cœur. Pas un feu ardent, mais une lumière timide, juste le désir de la connaître. Peut-être parce que dans un instant de détresse, elle avait été sa bouée silencieuse. Il lui devait cela au moins, de la reconnaissance. Et s'il avait cherché à la revoir, c'était parce qu'il ne pouvait pas continuer sans savoir qui elle était vraiment. La mère de Claire resta silencieuse, comme frappée par une vague dont les contours la dépassaient. Elle sentait que sa fille allait être secouée, mais elle ne l'avait jamais vue ainsi, sur le point de lâcher prise ou de s'ouvrir à l'inconnu. Ce moment était fragile, délicat. Il n'y avait pas de promesse. Juste un homme dans une maison pauvre, face à 2 femmes dont la vie ordinaire scintillait avec calme, mais avec force. Le silence s'installa.
La mère retourna à sa tasse de thé, comme pour éviter d'en parler. Claire resta immobile, les yeux posés sur Marc, puis glissa jusqu'à la salle de bain voisine pour y trouver une chaise et s'y asseoir, le souffle court. Elle entendait ses propres battements, plus forts que d'habitude, comme si chaque battement était une question qu'elle n'osait pas poser. « Est-ce que je te fais peur? Est-ce que j'ai brisé quelque chose dans ta vie? Ou juste ébranlé une solitude que tu pensais protéger ?» Elle ne savait pas si elle voulait qu'il l'explique davantage ou qu'il la laisse intacte dans son monde. Mais elle avait besoin de stabilité, oui, mais aussi de vérité. Et il venait lui en apporter d'un geste simple et sincère, sur lequel se branchaient toutes les incertitudes. Et même si elle ne le savait pas encore, ce geste allait être le catalyseur d'un effacement progressif des lignes entre deux mondes, un pas posé sur un fil tendu entre la prudence et le désir de confiance. Un lien fragile, mais suffisamment fort pour qu'ils osent croire que tout cela n'était pas une illusion, mais peut-être une chance à saisir. Le silence qui suivit cette visite inattendue pesait lourd, comme une couverture épaisse posée sur les épaules de Claire. Après le départ de Marc, elle était restée longuement assise dans le vieux fauteuil du salon, les mains croisées sur les genoux, le regard perdu dans un point flou du mur en face. Sa mère l'observait de biais, n'osant pas rompre ce moment suspendu. Il y avait dans les yeux de Claire une combinaison étrange de perplexité, de tension et d'un trouble qu'elle peinait à nommer. Elle revivait la scène en boucle, l'arrivée du véhicule, l'apparition de Marc, ses mots, son regard, sa posture droite, mais jamais arrogante. Elle se remémorait chaque détail, chaque mouvement, comme s'il pouvait lui révéler ce qu'elle n'avait pas su saisir sur le moment. Ce fut 2 jours plus tard que Marc revint. Cette fois, il avait téléphoné à l'avance, par respect, par prudence peut-être, et aussi parce qu'il savait que le choc initial ne pourrait être répété. Claire accepta de le revoir sans formalisme, sans attente. Elle proposa qu'il se retrouve dans un petit café discret près de la gare, un lieu banal, fréquenté par des habitués qui ne posaient pas de questions. Elle s'assit face à lui, les mains serrées autour d'une tasse de chocolat chaud sans sucre. Lui commanda un café noir court, presque symbolique. Il ne perdit pas de temps avec des politesses. Il la remercia encore pour le geste du taxi, mais précisa qu'il n'était pas venu seulement pour exprimer de la gratitude. Il voulait lui dire la vérité. Qui il était, pourquoi il était là, et ce qu'il espérait, ou n'osait espérer, en venant à sa rencontre. Claire hocha doucement la tête, l'invitant à continuer. Marc Lefebvre, un nom qui ne lui disait rien, mais qui, dans certains cercles, résonnait avec force. Il était fondateur et directeur d'une entreprise de technologie en pleine expansion, spécialisée dans les solutions de cybersécurité. Son visage apparaissait parfois dans les revues économiques, mais Claire, qui ne lisait jamais ce genre de publication, ne l'avait jamais vu. Il lui expliqua qu'il avait bâti sa société à partir de rien, avec un ancien camarade d'université, et qu'en quelques années, ils avaient attiré les investisseurs les plus exigeants du secteur. Leur dernière levée de fonds avait atteint des sommets qui semblaient irréels à une femme dont chaque euro comptait. Claire ne répondit pas. Elle écoutait, droite sur sa chaise, sans juger, sans admiration forcée. Elle voulait seulement comprendre pourquoi cet homme, issu d'un monde si éloigné du sien, avait fait l'effort, peut-être insensé, de la retrouver. Il poursuivit. Lorsqu'il était resté sous la pluie, sans portefeuille ni téléphone, il venait de quitter une réunion houleuse. Il avait pris un moment seul pour marcher, déconnecté, vidé, et c'est là que l'incident s'était produit. Vol ou perte, il ne savait pas. Mais ce qu'il se rappelait, c'était le sentiment de vulnérabilité qu'il avait ressenti. Et ce geste, celui de Claire, l'avait ramené à une vérité qu'il avait oubliée. On peut être secouru sans qu'il y ait derrière un intérêt, un calcul. Il la regarda longuement. Claire soutint son regard. Il n'y avait pas de place pour le doute dans ses paroles, mais elle restait prudente. Elle avait vu trop de discours enjôleurs dans les rues, dans les bureaux, même dans les histoires racontées par d'autres femmes. Elle ne voulait pas être une exception embellie, un projet d'homme riche en quête de rédemption. Elle lui dit cela posément, sans colère, mais avec une lucidité tranchante. Il acquiesça. Il comprenait. Il ne voulait pas acheter quoi que ce soit, ni réparer une mauvaise conscience. Il voulait apprendre à la connaître, avec lenteur, avec respect. Et s'il y avait une seule chose qu'il pouvait faire, c'était de l'inviter à faire partie d'un projet qui, lui aussi, avait germé dans ce moment sous la pluie.
Marc avait récemment lancé une fondation, une organisation privée visant à soutenir les femmes en situation de précarité, notamment celles qui sortaient de parcours de violence ou de dépendance économique. Il cherchait une responsable terrain, quelqu'un qui connaissait la réalité, qui avait de l'empathie mais aussi de la fermeté. Il pensait à Claire, pas pour lui faire plaisir, pas comme un trophée, mais parce que son profil, sa manière d'être, son regard silencieux, tout en elle, respirait cette capacité rare à soutenir sans s'effacer, à faire sans parler. Elle resta sans voix pendant plusieurs secondes. L'idée semblait irréelle. Un poste? Elle qui n'avait jamais dirigé quoi que ce soit, qui ne connaissait rien aux projets sociaux structurés. Il insista. Ce n'était pas un piège, ni une obligation. Il lui proposait 1 mois d'essai, rémunéré, sans promesse de long terme. Elle serait accompagnée, formée, mais libre. Libre d'accepter, libre de refuser, et surtout, libre de s'arrêter si elle sentait que ce n'était pas pour elle. Claire se leva lentement. Elle regarda la pluie qui commençait à tomber sur les vitres du café, comme un écho discret au jour de leur première rencontre. Elle tourna la tête vers lui et lui dit qu'elle avait besoin de réfléchir, pas pour le faire attendre, mais parce qu'elle ne voulait pas céder à la tentation d'un changement précipité. Elle avait vécu toute sa vie dans une certaine rigueur. Elle ne voulait pas trahir cette constance pour une impulsion, même généreuse. Marc respecta sa décision. Il lui tendit une carte avec un simple numéro de téléphone, pas d'adresse, pas de titre, juste un prénom, un numéro. Puis il partit sans insister, laissant Claire avec ses pensées, son chocolat devenu tiède et le sentiment étrange que quelque chose venait de s'ouvrir devant elle, comme une porte dont elle ignorait encore si elle oserait la franchir. Ce soir-là, elle rentra chez elle plus tard que d'habitude. Sa mère dormait déjà. Elle ne parla pas, ne nota rien dans son carnet. Elle s'assit dans le silence de la cuisine, laissant le temps faire son travail à l'intérieur d'elle-même. Elle ne savait pas ce qu'elle allait répondre, mais elle sentait que cette proposition portait en elle une vérité qui, si elle la refusait, continuerait à la hanter. Car au fond, elle savait que ce qu'il lui avait offert ce jour-là n'était pas seulement un emploi, c'était la possibilité de se voir autrement. Claire resta plusieurs jours sans donner de réponse. Le carton que Marc lui avait laissé avec ce numéro inscrit à la main restait sur la petite table près du téléphone fixe, posé entre une pile de factures et un cahier où elle notait les rendez-vous médicaux de sa mère. Elle l'observait parfois du coin de l'œil en traversant la pièce, mais elle ne le touchait jamais. C'était comme un objet brûlant, silencieux, inoffensif en apparence, mais porteur d'une décision capable de bouleverser tout ce qu'elle connaissait. Elle en parla une seule fois à sa mère, d'un ton neutre, presque détaché, comme si elle relatait une conversation entendue dans un bus. « Il veut que je travaille dans une fondation. Un poste sérieux, payé. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. » Lucie tourna lentement la tête vers elle, sa peau pâle reposant contre l'oreiller. Elle ne dit rien tout de suite, mais ses yeux, embués de fatigue, fixèrent longuement ceux de sa fille. Puis elle murmura simplement « Tu ne lui dois rien. Mais tu te dois, toi, peut-être d'essayer. » Ces mots résonnèrent plusieurs jours dans l'esprit de Claire. Elle les entendait entre 2 tâches, alors qu'elle frottait des bureaux, qu'elle balayait des couloirs, qu'elle attendait le bus sous un ciel gris. Elle les entendait encore en préparant la soupe du soir, en rangeant les médicaments, en éteignant les lampes. Elle pensait à ce que cela impliquerait, quitter une routine usante mais familière, s'exposer à un monde qu'elle ne connaissait pas, se confronter à ses propres limites. Un matin, sans prévenir personne, elle saisit le carton et composa le numéro. Une voix masculine répondit. Claire se présenta. Il n'y eut pas de silence. Juste un bref moment de suspension, puis la voix lui répondit avec calme, presque comme si elle avait attendu cet appel depuis le début. Ils convinrent d'un rendez-vous pour visiter les locaux de la Fondation, un petit immeuble rénové situé dans un quartier tranquille à la périphérie de Lyon. Ce n'était pas un siège clinquant, mais un lieu chaleureux, pensé pour accueillir, soutenir, former. Claire s'y rendit sans rien dire à sa mère. Elle voulait voir de ses propres yeux. Dès l'entrée, elle fut frappée par l'atmosphère, rien de froid, rien d'industriel. Des visages réels, des regards concentrés, quelques rires dans une pièce voisine. Marc l'attendait à l'intérieur, vêtu de manière simple, loin de l'image qu'elle avait gardée de leur premier face-à-face. Il lui fit visiter les lieux sans discours, sans insistance. Il lui présenta l'équipe, des femmes d'origines diverses,
certaines anciennes bénéficiaires du programme, d'autres professionnels engagés. On parlait d'ateliers de réinsertion, d'accompagnement juridique, de soutien psychologique, de formation à l'autonomie financière. Claire observait, notait en silence. Elle n'était pas à l'aise, mais elle n'était pas en fuite non plus. Elle ressentait une tension sourde, comme lorsqu'on franchit un seuil dont on ne sait pas si on pourra revenir. À la fin de la visite, Marc lui proposa un café. Ils s'assirent dans une pièce à l'écart. Il ne répéta pas son offre. Il lui demanda simplement ce qu'elle pensait. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle posa les mains sur ses genoux, inspira profondément. « Je n'ai pas l'habitude qu'on me fasse confiance d'emblée. » Il ne dit rien. Elle poursuivit. « Si j'accepte, ce sera à mes conditions. Je ne veux pas de traitement spécial. Je ne veux pas qu'on pense que je suis là à cause de vous. Et je ne veux pas de mélange entre vie professionnelle et personnelle. Si je travaille ici, c'est en tant que salarié, pas en tant que personne à qui vous devez quelque chose. » Marc acquiesça sans discuter. Il comprenait. Il savait que chaque mot prononcé par Claire venait d'un endroit profond, forgé par des années de retenue, de prudence et de lucidité. Il n'avait pas besoin qu'elle soit reconnaissante. Il voulait simplement qu'elle existe là où elle méritait d'être, pas dans l'ombre d'une aide ponctuelle, mais dans la clarté d'un rôle qu'elle pouvait incarner. Claire rentra chez elle avec un contrat d'essai d'1 mois en poche. Ce soir-là, elle raconta tout à sa mère. Celle-ci, d'une voix à peine audible, prononça une phrase simple. « Tu as toujours vu ce que les autres ne voyaient pas. Peut-être que maintenant, c'est ton tour. » Le lendemain, Claire commença sa première journée. Elle ne portait plus son uniforme habituel de ménage. Elle avait acheté un pantalon sobre, une chemise pâle, et avait attaché ses cheveux en un chignon strict. Elle se présenta à l'équipe comme la nouvelle, sans mentionner aucun lien avec Marc. Elle écouta beaucoup, parla peu, prit des notes, observa les procédures. Les premiers jours furent durs. Elle doutait à chaque instant, craignait de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Mais peu à peu, elle trouva un rythme. Elle s'attacha à certaines histoires, des femmes venues de loin, cassées par la vie, qui retrouvaient une voie, un projet, une dignité. Claire ne se voyait pas comme leur sauveuse, ni même comme un exemple. Elle se tenait là, disponible, rigoureuse, toujours à l'écoute. Marc passait parfois au bureau pour des réunions ou des décisions importantes. Il la saluait avec la même neutralité qu'il réservait aux autres. Il respectait la frontière qu'elle avait posée, et cela, plus que tout, renforça l'idée qu'elle avait fait le bon choix. Mais malgré cette rigueur, une chose avait changé. Une tension discrète mais réelle s'était installée entre eux. Pas un trouble romantique, pas une promesse silencieuse, mais une présence qui, dans les moments de silence, semblait chargée de possibilités non dites. Claire s'efforçait de l'ignorer, mais elle savait qu'il y avait là quelque chose qu'elle ne pourrait pas contenir éternellement. Et cela la troublait plus que tout. Au fil des semaines, Claire prit peu à peu ses marques dans la fondation. Chaque jour apportait une nouvelle tâche, une nouvelle histoire, un nouveau visage. Elle se montrait méthodique, précise, exigeante d'abord envers elle-même, puis avec les autres. Les premiers jours avaient été marqués par l'incertitude, mais très vite, ses compétences naturelles à écouter, organiser, anticiper se révélèrent précieuses. Elle n'avait jamais dirigé d'équipe, mais son calme et son sens du détail lui donnaient une autorité discrète, que même les plus anciennes de la structure apprenaient à respecter. Elle évitait tout contact non nécessaire avec Marc. Il était souvent absent, pris par d'autres engagements, mais lorsqu'il passait dans les locaux, elle sentait sa présence avant même de le voir. Ce n'était pas une émotion évidente, ni un trouble romantique qu'elle aurait pu nommer. C'était plus subtil. Une conscience accrue de son environnement, une tension douce mais impossible à ignorer. Ils échangeaient des mots brefs, strictement professionnels. Marc ne tentait rien. Il respectait les limites qu'elle avait posées. Et pourtant, dans le silence de leurs rares échanges, Claire sentait une attention, une retenue, un effort de contenir quelque chose qui aurait pu franchir le cadre établi. Au bout d'1 mois, Claire fut convoquée pour faire un point sur sa période d'essai. Elle s'attendait à une réunion formelle, mais ce fut un moment simple dans un bureau partagé avec 2 membres de l'équipe ressources humaines. Elles lui confirmèrent qu'elle était confirmée dans son poste, que son travail était remarqué, que sa présence avait déjà changé certaines dynamiques internes. Claire écouta, silencieuse, hochant la tête, posant des questions concrètes sur la suite.
Elle signa le contrat définitif avec une certaine gravité, comme on accepte un engagement à long terme sans cérémonie, mais avec conviction. Ce soir-là, elle rentra chez elle plus tard que d'habitude. Elle trouva sa mère éveillée, les yeux tournés vers le plafond. Claire lui annonça simplement « J'ai signé ». Lucie ne répondit pas. Elle tendit la main vers celle de sa fille, la serra doucement. Claire savait qu'elle comprenait. Depuis toujours, sa mère avait été son miroir silencieux, la seule à percevoir ses doutes sans qu'elle ait besoin de les formuler. Les jours suivants, une nouvelle routine s'installa. Claire prenait le bus à une autre heure, croisait d'autres visages, découvrait un autre rythme. Elle s'autorisait de nouveaux gestes. Acheter un croissant avant d'entrer, boire un café dans une tasse en porcelaine, consulter un agenda numérique offert par l'équipe. De petits changements, presque imperceptibles, mais qui indiquaient une transformation en cours. Avec Marc, les interactions restaient maîtrisées, mais les silences devenaient plus lourds, les regards plus longs. Un jour, après une réunion sur un projet à lancer dans les quartiers sensibles, ils sortirent ensemble du bâtiment sans le vouloir. Ils marchèrent côte à côte dans la rue adjacente, sans parler d'abord. Puis Marc brisa le silence, d'une voix presque neutre. « Tu as changé des choses ici. Les gens le disent. Pas juste pour flatter. » Claire répondit, les mains dans les poches. « J'essaie juste de faire mon travail. Rien de plus. » Il hocha la tête. Ils marchèrent encore quelques pas. Puis il s'arrêta devant un petit parc, vide à cette heure-là. Il se tourna vers elle, hésitant. Claire s'attendit à une remarque banale, mais ce qu'il dit n'était ni léger ni anodin. « J'ai peur de gâcher ce que tu construis. » Elle resta figée. Il ne précisa pas davantage. Elle sentit que les mots venèrent de loin, porteurs d'une réflexion plus profonde. Il reprit. « Je veux que tu restes. Je veux que tu sentes que tu mérites tout ce que tu vis ici, et que tu ne doutes jamais de ta légitimité, même si ma présence complique tout. » Claire répondit, le regard fixé sur un arbre. « Je n'ai pas de problème avec ta présence. J'ai un problème avec ce que je ressens quand tu es là, parce que ça me perturbe, et parce que je ne sais pas si c'est professionnel ou pas. » Il n'y eut pas de suite. Ils se séparèrent là, sans effusion, sans explication. Mais ce soir-là, chacun de leur côté, ils comprirent que la frontière qu'ils avaient tracée ensemble devenait de plus en plus floue, pas à cause d'un désir incontrôlé, mais parce qu'ils se retrouvaient, malgré eux, dans une proximité humaine difficile à ignorer. Ils partageaient une forme de solitude, une retenue, une manière de se tenir au monde qui les rapprochait plus que les mots. Claire savait que ce n'était pas le moment. Elle avait besoin de stabilité, de confiance, de ne pas mélanger les émotions avec le travail. Elle tenait à ce poste, à cette autonomie qu'elle n'avait jamais connue. Elle voulait continuer à être vue pour ce qu'elle faisait, pas pour ce qu'elle représentait aux yeux d'un homme. Mais cette nuit-là, en éteignant la lumière, elle comprit qu'elle ne pourrait pas faire semblant indéfiniment. Car ce qu'elle avait commencé à ressentir n'était ni une distraction ni un caprice. C'était une possibilité. Et cela, plus que tout, la rendait vulnérable. Le rythme de la fondation ne ralentissait pas. Les projets s'enchaînaient, les réunions s'accumulaient. Les urgences sociales surgissaient sans prévenir. Claire, plongée dans les responsabilités, s'efforçait de rester concentrée, d'être la professionnelle qu'elle avait promis de devenir. Elle gérait les plannings, coordonnait les équipes, supervisait les formations. Chaque jour, elle faisait preuve d'une efficacité remarquable, saluée par tous. Mais sous la surface de cette nouvelle maîtrise, un trouble prenait de l'ampleur. Une faille qui ne venait pas de l'extérieur, mais du cœur même de sa relation naissante avec Marc. Ce dernier, pourtant discret dans ses gestes, semblait lui aussi changer. Il venait moins souvent. Quand il était présent, il restait en retrait, se contentant de réunions à distance ou de visites éclairs. Il évitait les moments informels, les conversations détendues, les présences partagées dans les couloirs. Claire remarquait chaque absence, chaque silence. Elle n'en parlait pas, mais elle observait. Elle sentait que quelque chose s'était déplacé dans leur dynamique. Elle savait, sans l'ombre d'un doute, que ce retrait n'était pas anodin. Un matin, elle le croisa dans l'ascenseur. Ils étaient seuls. La montée silencieuse leur sembla interminable. Claire, debout dans un coin, regardait les chiffres défiler. Marc, de l'autre côté, les mains jointes derrière le dos, gardait les yeux fixés sur la porte. Elle ressentit une gêne immédiate, presque physique. Quand la porte s'ouvrit, il la laissa sortir en premier, sans un mot. Elle entra dans son bureau et ferma doucement la porte derrière elle. Ce jour-là,
Elle fit son travail sans relâche, mais avec une concentration crispée. Le soir, elle rentra chez elle avec la sensation d'avoir franchi une ligne invisible. 3 jours passèrent sans qu'elle ne le voie. Lorsqu'il réapparut, ce fut pour une réunion stratégique à laquelle elle devait assister. Ils étaient plusieurs autour de la table, chacun avec son dossier, ses notes, ses interventions. Marc animait la discussion avec professionnalisme, mais Claire perçut un ton plus distant, plus froid, presque mécanique. Il ne la regarda pas une seule fois. Quand elle prit la parole, ses remarques furent écoutées, validées, mais sans l'habituelle attention soutenue qu'il lui réservait. Elle ne dit rien. Elle ne laissa rien paraître. Mais à l'intérieur, une colère sourde commença à monter. Ce n'était pas un rejet évident. Ce n'était pas un conflit. C'était pire. Un effacement progressif, subtil, comme s'il tentait de gommer ce qu'il n'avait jamais vraiment formulé. Le soir même, Claire ne rentra pas tout de suite. Elle s'attarda dans les bureaux, relut ses notes, rangea les dossiers. Elle voulait comprendre. Ce changement n'était pas seulement une réaction à sa présence. Il y avait autre chose. Ce fut par hasard, lors d'une conversation entre 2 collègues, qu'elle comprit une partie de la réponse. Elle parlait à voix basse, croyant être seule, sans savoir que Claire se trouvait dans le bureau adjacent. L'une d'elles évoquait une ancienne relation de Marc, une femme qui avait tenté de s'infiltrer dans sa vie pour mieux accéder à ses affaires. Une trahison ancienne, mais connue de certains. Claire écouta sans bouger. Elle se sentit glacée. La scène prit forme dans son esprit. Le repli de Marc, ses silences, ses absences, n'étaient pas liés à elle directement, mais à une peur qui le rongeait encore. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle resta longtemps debout dans la cuisine. Elle ne toucha pas au repas. Elle ne parla pas à sa mère. Elle resta les bras croisés, le dos contre le mur à fixer le vide. Elle comprenait maintenant. Marc s'éloignait non pas parce qu'il la rejetait, mais parce qu'il avait peur. Peur de revivre une trahison. Peur que ce lien, si discret soit-il, devienne une faille. Et dans ce repli, il lui faisait payer les erreurs d'une autre. Elle, pourtant, n'avait rien demandé. Elle n'avait rien promis. Elle avait juste répondu présente, avec dignité, sans jamais forcer une proximité qu'elle-même craignait encore. Le lendemain, elle arriva tôt. Elle travailla avec encore plus de rigueur, encore plus de silence. Elle évita les réunions où elle n'était pas indispensable. Elle répondit au courriel de manière précise, concise. Elle prit soin de ne pas croiser Marc. À l'heure du déjeuner, elle s'assit seule, relut les statuts de la fondation, réorganisa les fichiers. Une décision germait lentement en elle. Elle ne voulait pas être un problème. Elle ne voulait pas être vue comme une faiblesse dans un système qu'elle respectait. Elle avait lutté pour obtenir sa place. Et si sa présence devenait une source de tension pour Marc ou pour elle-même, alors il fallait peut-être s'effacer. Le surlendemain, elle rédigea une lettre simple, sans amertume, où elle exprimait son souhait de se retirer de son poste. Elle ne donna pas de raison personnelle. Elle invoqua un besoin de retour à un rythme plus simple, un équilibre à retrouver. Elle y mit sa signature, la glissa dans une enveloppe et la posa sur le bureau de Marc, un matin où elle savait qu'il arriverait plus tard. Puis, elle quitta les locaux à pied sans se retourner. Elle marcha longtemps, jusqu'à perdre de vue les rues qu'elle connaissait. Elle ne pleura pas. Elle ne sentit ni tristesse ni soulagement. Juste un vide, une suspension, comme si elle venait de refermer une porte sans savoir si elle avait bien fait. En rentrant chez elle, elle retrouva sa mère assoupie dans le fauteuil. Elle s'assit à ses côtés, prit sa main et ferma les yeux. Elle ne savait pas si Marc lirait la lettre. Elle ne savait pas s'il comprendrait. Mais elle savait une chose. Elle ne voulait pas être vue à travers le prisme des erreurs passées de quelqu'un d'autre. Elle avait droit à sa propre histoire. Et si cela signifiait partir pour se respecter, alors elle était prête. 3 jours s'écoulèrent après que Claire eut discrètement déposé sa lettre de démission sur le bureau de Marc. Elle ne reçut ni appel, ni message, ni aucun signe de réaction. L'absence totale de retour fut, en elle-même, une confirmation brutale de ce qu'elle avait pressenti. Elle avait cessé d'être une présence significative, redevenant silencieusement ce qu'elle avait toujours été. Quelqu'un de discret que l'on remarque rarement, même lorsqu'elle s'efface. Elle s'était résolue à ne plus chercher d'explication. Elle passait désormais ses journées à la maison, reprenant lentement le rythme ancien, celui qu'elle avait quitté avec tant de précaution. La vaisselle, les courses, les soins à sa mère. Chaque geste retrouvait sa place dans un quotidien désormais vidé de cette tension professionnelle et affective
qui un temps avait tout bousculé. Mais quelque chose manquait. Ce n'était pas l'agitation du travail, ni même la reconnaissance du poste qu'elle occupait. C'était une sensation plus intime, plus difficile à nommer. Une fracture intérieure, comme une phrase interrompue au milieu d'un mot. Elle avait agi par dignité, par lucidité, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela n'aurait pas mérité, au moins, une conversation honnête, un échange de regards qui ne soit pas dicté par la peur ou par les blessures d'histoires anciennes. Un matin, alors qu'elle passait dans le quartier où se situait la fondation, elle décida d'y entrer. Non pour revenir ni pour demander quoi que ce soit, mais pour récupérer quelques effets personnels qu'elle avait laissés dans son ancien bureau. Elle salua poliment l'accueil, expliqua brièvement sa présence, puis monta à l'étage. Son ancien espace de travail n'avait pas encore été attribué à quelqu'un d'autre. Rien n'avait bougé. Sur le bureau, ses affaires étaient restées exactement comme elle les avait laissées. Un carnet, un stylo, un mug ébréché, quelques notes. Elle ouvrit le tiroir du bas pour y prendre une boîte contenant ses papiers. En tirant légèrement sur les dossiers entassés à l'intérieur, une enveloppe blanche tomba au sol. Elle la ramassa mécaniquement, croyant à une feuille oubliée, mais son regard se figea en découvrant le nom inscrit à la main, son prénom, en lettres fines, reconnaissables entre toutes. Elle s'assit sur la chaise, les doigts tremblants, et ouvrit l'enveloppe sans attendre. À l'intérieur, une lettre. Manuscrite, soigneusement pliée. L'écriture de Marc. Il n'y avait pas de date précise, mais à la lecture des premières lignes, elle comprit que cette lettre avait été écrite bien avant sa démission, peut-être même avant leur dernier échange silencieux. Il y exprimait sans détour le trouble qu'il avait ressenti depuis leur rencontre. Non pas une déclaration, ni une confession romantique, mais une mise à nu de ses pensées les plus profondes. Il parlait de sa peur, oui, mais aussi de son admiration, de ce qu'il avait perçu en elle dès le premier regard, une force tranquille, une lumière discrète. Il écrivait qu'il s'était retenu, qu'il s'était imposé une distance, croyant ainsi la protéger, mais qu'en réalité cette retenue était le fruit de son propre passé, de cette ancienne trahison qui, malgré les années, pesait encore sur ses décisions. Il reconnaissait que son comportement avait été injuste, qu'il n'avait pas su faire la part des choses. Il ne demandait rien, il ne cherchait pas à réparer. Il voulait seulement qu'elle sache qu'elle comptait, qu'elle avait fait naître en lui une forme d'espoir qu'il croyait éteinte, et qu'il regrettait de ne pas avoir su lui dire cela en face au bon moment. Claire lut la lettre jusqu'au bout, sans bouger. Chaque mot résonnait en elle comme un écho à ce qu'elle avait elle-même ressenti, mais qu'elle avait trop longtemps refusé d'admettre. Elle relut certains passages, s'attardant sur les phrases inachevées, sur les silences entre les lignes. C'était une lettre d'un homme qui ne maîtrisait pas tout, qui doutait, qui avait tenté de construire une barrière trop haute autour de ses émotions. Et c'était justement cela qui la touchait, cette imperfection, cette hésitation sincère. Elle referma doucement l'enveloppe et la glissa dans son sac. En quittant la pièce, elle croisa deux collègues dans le couloir. Elles lui adressèrent un sourire poli. Claire répondit avec la même neutralité, mais quelque chose en elle venait de se modifier. Ce n'était pas une décision, pas encore, juste un déplacement intérieur, une ouverture. Elle rentra chez elle à pied, sans se presser. Le trajet lui parut différent, comme si les rues avaient changé de couleur. Elle repensait aux moments partagés avec Marc, aux silences évités, aux regards esquivés. Tout s'éclairait sous un nouveau jour. Elle comprenait enfin qu'elle n'avait pas été invisible pour lui, et que son départ avait sans doute laissé un vide qu'il n'avait pas su combler. En arrivant à la maison, elle trouva sa mère endormie. Elle s'assit dans la cuisine, sortit la lettre, la relut encore. Elle pensa à tout ce qu'ils auraient pu se dire s'ils avaient eu le courage. Et elle sut alors que le choix qui s'imposait désormais n'était plus celui de fuir, mais celui de confronter. Non pas pour se justifier, ni pour obtenir des excuses, mais pour dire, enfin, ce qui avait été tu. Le lendemain matin, Claire se leva plus tôt que d'habitude. Sa nuit avait été agitée, ponctuée de réveils fréquents et de pensées en boucle. La lettre de Marc, découverte la veille, tournait dans son esprit avec la précision d'un mécanisme irréversible. Chaque mot lu, chaque intention devinée, chaque regret exprimé résonnait dans son corps comme une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle s'habilla sobrement, prit son sac et sortit sans faire de bruit, laissant un mot sur la table de la cuisine pour sa mère, indiquant simplement qu'elle serait de retour plus tard.
Elle prit le tram jusqu'à l'adresse qu'elle connaissait par cœur, celle du siège principal de l'entreprise de Marc. Elle n'avait jamais franchi ce bâtiment auparavant, se contentant d'imaginer à distance le monde qu'il représentait. Un univers fait de stratégies, de décisions rapides, d'investissements colossaux. Rien de tout cela ne l'intimidait pourtant. Pas aujourd'hui. Elle n'était pas venue chercher des réponses à genoux ni provoquer une scène. Elle était venue mettre des mots sur ce que le silence avait trop longtemps étouffé. À la réception, elle donna son nom. L'hôtesse sembla surprise mais ne posa pas de questions. Elle fit un rapide appel puis lui indiqua poliment qu'elle pouvait monter. Claire monta les étages sans hésiter. Lorsqu'elle arriva devant le bureau de Marc, la porte était entr'ouverte. Elle frappa doucement avant d'entrer. Il était assis derrière son bureau, penché sur un écran concentré, mais dès qu'il leva les yeux et la vit, il se figea. Pendant un instant, aucun mot ne fut prononcé. Puis Claire referma la porte derrière elle, avança de quelques pas et s'arrêta droite, les mains croisées. « J'ai trouvé ta lettre. » Marc détourna le regard, pris de court. Il se leva lentement, contourna le bureau, sans toutefois s'approcher trop. « Je ne savais pas si je devais te l'envoyer. J'ai écrit ça un soir où je n'arrivais pas à penser à autre chose. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle chercha ses mots, pas pour blesser ni pour se défendre, mais pour dire l'essentiel. « Ce que tu ressens, ce que tu as écrit, c'est vrai, peut-être sincère, mais tu ne m'as jamais laissé la place pour te le dire moi aussi. Tu m'as exclu de ce que tu vivais. Tu t'es enfermé dans tes souvenirs et tu m'as regardé à travers eux, comme si j'étais déjà coupable de quelque chose que je n'avais pas fait. » Marc baissa la tête. Il ne se défendait pas. Claire poursuivit, avec plus de fermeté. « Je ne suis pas cette femme-là. Je ne suis pas venue chercher une place à tes côtés. Je n'ai jamais voulu m'imposer. Je voulais juste exister dans ton regard pour ce que je suis, pas comme une menace, pas comme un rappel de ton passé. » Il releva les yeux, les sourcils froncés, visiblement ému. Il semblait chercher une réponse à une accusation qui n'en était pas une, mais plutôt un constat implacable. J'avais peur, Claire. Peur de ressentir de nouveau quelque chose, peur que ce lien me rende vulnérable, comme avant. J'ai cru que si je gardais mes distances, je te protégeais. Mais c'était moi que je protégeais. Et en faisant ça, je t'ai laissé partir. Tu ne m'as pas laissé partir. Tu ne m'as même pas retenu. Tu as disparu, sans me regarder, sans me parler. Tu m'as effacé, Marc. Sa voix était calme, mais chaque mot portait la charge de semaines de silence et de confusion. Marc s'approcha d'un pas, puis s'arrêta. « Je n'ai pas su comment faire. J'ai tout gâché, je le sais. Je n'attends pas que tu me pardonnes, Claire. Je veux juste que tu comprennes que ce que j'ai ressenti, ce n'était pas une illusion. Ce que tu as réveillé en moi, ce n'était pas rien. » Elle le regarda longuement. Il semblait sincère, mais blessé, fragile. Pas l'homme puissant qu'elle avait imaginé, mais un être traversé de failles, de peurs, de contradictions. « Alors prouve-le, répondit-elle. Pas avec des mots, pas avec des excuses. Prouve-le par ta capacité à me voir comme je suis, à me faire une place sans condition. Je ne suis pas là pour combler un vide. Je suis là si je peux être moi, pleinement. Sinon, ce n'est pas la peine. » Marc hocha la tête lentement. Il s'approcha d'une chaise, s'y assit, visiblement abattu mais déterminé à écouter. Claire s'assit en face, croisa les jambes, le regard fixé sur lui. « Je ne veux pas de relation bancale. Je ne veux pas avancer avec quelqu'un qui doute de moi. Si tu ne me fais pas confiance, Marc, alors rien de ce que tu ressens n'aura de valeur pour moi. » Un silence s'installa. Il n'était pas lourd. Il était nécessaire. Chacun dans son espace, chacun face à ses vérités. Puis Marc prit une profonde inspiration. « Je veux essayer. Mais pas en te demandant de revenir comme si rien ne s'était passé. Je veux que tu sois libre. Et si, malgré tout, tu veux encore marcher à mes côtés, alors je ferai l'effort de ne plus laisser le passé gouverner ce que je ressens. » Claire ne sourit pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle acquiesça une seule fois sans promesse. Il n'y aurait pas de retour immédiat, pas de solution magique. Mais il y avait désormais une conversation, un engagement réel. Ce qu'elle avait voulu depuis le début. Être entendue, respectée, considérée comme une personne entière et non comme une ombre du passé de quelqu'un d'autre. Elle se leva, lui tendit la main. Il la serra, doucement. Aucune autre parole ne fut échangée. Ce jour-là, ils ne décidèrent rien, mais ils mirent fin à un silence. Et dans cet acte, il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour reconstruire quelque chose, peut-être. Les jours qui suivirent leur confrontation furent marqués par une absence mesurée.
Ni Claire ni Marc ne cherchèrent à se revoir immédiatement. Ce n'était pas une distance hostile, mais une sorte de trêve silencieuse, nécessaire pour que chacun digère ce qui avait été dit, pour que les mots trouvent leur place, pour que la colère cède le pas à la réflexion. Claire continua sa routine sans heurts, reprenant son rôle auprès de sa mère avec la même assiduité qu'avant, mais un poids avait été levé. Elle n'était plus rongée par le doute. Elle savait qu'elle avait exprimé ce qu'elle devait et que, quoi qu'il arrive, elle ne serait plus jamais réduite au silence. Elle avait existé pleinement dans sa vérité. Et c'était cela, le plus important. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour faire quelques courses, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Aucune adresse, aucun timbre, simplement son prénom écrit au stylo bleu. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Elle ouvrit l'enveloppe avec lenteur, devinant que ce n'était pas une lettre. À l'intérieur, une photographie. Elle mit un instant à comprendre ce qu'elle regardait. C'était une image prise à la sortie du restaurant, le soir de leur dîner, au tout début. Elle et Marc, marchant côte à côte dans une rue éclairée de lampadaires, leurs silhouettes légèrement penchées l'une vers l'autre. Une photo prise discrètement, probablement par un chauffeur ou un assistant de Marc, sans intention malveillante. Le cliché était net, spontané, presque intime. Au verso de la photo, une seule phrase écrite à la main « Je choisis de te faire confiance ». Claire resta debout, figée. Elle lut la phrase plusieurs fois. Ce n'était ni une demande, ni une déclaration d'amour. C'était un engagement, une décision, un positionnement clair. Et venant de Marc, c'était plus fort que n'importe quelle déclaration solennelle. Il choisissait de croire en elle, de dépasser ses propres blessures, de ne pas laisser son passé dicter sa manière de regarder le présent. Elle sentit une vague d'émotion la submerger, mais elle ne pleura pas. Elle se contenta de serrer la photo contre sa poitrine, comme on garde quelque chose de précieux qu'on a longtemps cru impossible. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle attendit 2 jours, le temps de ressentir réellement ce que cette démarche éveillait en elle. Puis un soir, elle écrivit un message simple, direct. Elle n'avait pas envie de longs discours. Elle proposa qu'ils se revoient, mais cette fois, chez elle. Pas dans un lieu neutre, pas dans un café, pas dans un bureau. Elle voulait qu'il voie son quotidien, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour lui montrer qu'elle n'avait rien à cacher, qu'elle vivait dans la clarté, dans la simplicité, dans l'authenticité. Marc arriva à la fin de l'après-midi. Il avait retiré sa veste, porté un pull sobre et tenait dans la main un petit sac contenant des pâtisseries. Il entra avec retenue, regardant autour de lui comme si chaque objet méritait respect. Claire lui présenta sa mère, qui était assise dans son fauteuil habituel. Lucie l'accueillit avec un sourire fatigué, mais sincère. Elle n'avait posé aucune question quand Claire lui avait annoncé cette visite, se contentant d'un hochement de tête compréhensif. Ils s'assirent tous les trois dans le salon, autour de la petite table. Claire servit le thé. Ils parlèrent peu au début, puis la conversation prit un rythme fluide, paisible. Marc ne tenta rien de spectaculaire. Il posait des questions simples, écoutait, acquiesçait avec sérieux. Il ne cherchait pas à séduire, mais à comprendre. Il s'intéressait réellement. Quand Lucie se leva pour aller se reposer, Claire l'accompagna dans la chambre. À son retour, elle trouva Marc debout, regardant une photo encadrée sur le buffet. Une image d'enfance, elle et sa mère, souriantes sur un banc public. Il se retourna vers elle, les yeux brillants. « Tu as construit tout ça seul. Ce n'est pas rien. » Claire haussa les épaules. « Je n'ai pas eu le choix. Quand tu n'as personne pour t'épargner, tu apprends à tenir debout sans appui. »« Je sais, » répondit-il. « Mais savoir tenir, ce n'est pas la même chose qu'avoir le droit de se reposer. Je ne veux pas que tu te battes tout le temps. Je veux apprendre à être un endroit sûr pour toi. » Elle resta un moment sans répondre. Elle le regardait, non plus avec prudence, mais avec cette forme de sérénité qu'on réserve aux personnes dont les gestes ont rejoint les paroles. Elle s'approcha, posa la photo qu'elle avait reçue sur la table, à côté des tasses vides. « Tu choisis de me faire confiance. Alors moi, je choisis d'y croire. » Ce soir-là, ils restèrent ensemble dans le salon, sans précipitation. Aucune promesse, aucune déclaration excessive. Seulement la présence partagée, l'acceptation mutuelle, la volonté de recommencer à construire lentement, mais sans faux semblant. Claire ne savait pas où cela les mènerait, mais elle savait que pour la première fois, ils étaient là, l'un face à l'autre, dans la vérité, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Le retour de Claire à la fondation ne fut ni théâtral ni solennel.
Elle reprit son poste comme si elle n'en était jamais partie, salua ses collègues avec simplicité, remit de l'ordre dans ses dossiers et se réappropria peu à peu l'espace qui, quelques semaines plus tôt, représentait pour elle une porte de sortie. Personne ne fit de commentaires déplacés. Peut-être que les plus attentifs comprirent que quelque chose avait changé, non dans le rôle qu'elle occupait, mais dans la manière dont elle y revenait. Elle n'était plus là pour prouver quoi que ce soit, ni à elle-même, ni aux autres. Elle n'avait plus besoin de validation. Elle s'était positionnée, avait défini ses propres règles, et désormais, elle avançait à partir d'un choix conscient, non d'une nécessité. Marc, fidèle à ce qu'il avait promis, respecta sa parole. Il ne profita jamais de leur rapprochement pour modifier leur rapport professionnel. Lorsqu'il venait à la fondation, il interagissait avec elle de la même manière qu'avec les autres membres de l'équipe. Pas de regards prolongés, pas de gestes ambigus. En dehors du travail, il se voyait régulièrement, mais toujours à l'écart des regards. Ce n'était pas une cachette, simplement une manière de protéger quelque chose encore fragile, en construction. Il se retrouvait souvent dans l'appartement de Marc, un lieu lumineux et calme, où Claire se sentait étonnamment à l'aise. Ils partageaient des repas simples, cuisinaient ensemble, parlaient longuement. Ils n'étaient pas encore un couple dans le sens traditionnel du terme, mais ils formaient un duo équilibré, une entente construite sur le respect mutuel. Claire apprenait à baisser la garde, lentement. Marc apprenait à ne pas contrôler ce qui le dépassait. Aucun des deux ne cherchait à imposer un rythme à l'autre. Ils se laissaient le temps. La mère de Claire, dont la santé déclinait avec lenteur mais constance, observait cette évolution avec un mélange de satisfaction discrète et de prudence maternelle. Elle n'intervenait pas, ne posait pas de questions, mais Claire devinait, dans les regards silencieux de sa mère, une forme de soulagement. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que sa fille n'était plus seule face au monde. Au sein de la Fondation, Claire élargit progressivement ses responsabilités. On lui proposa de superviser un nouveau programme d'accompagnement destiné aux femmes victimes de violences économiques, un domaine qu'elle connaissait bien pour en avoir subi elle-même les conséquences de manière indirecte. Elle accepta, non par ambition, mais parce qu'elle savait pouvoir y apporter une perspective concrète, humaine. Elle ne voulait pas être une gestionnaire abstraite, elle voulait rester proche des réalités, des histoires individuelles. Son approche directe, franche mais empathique, fit rapidement ses preuves. Elle n'imposait rien, mais posait des cadres clairs. Les femmes accompagnées se sentaient écoutées, respectées et surtout jamais jugées. Un jour, lors d'une réunion interne, une nouvelle recrue lui posa une question en apparence anodine. Comment faisait-elle pour maintenir une telle constance dans son engagement? Claire réfléchit un instant, puis répondit calmement « Parce que j'ai connu le vide, et je sais ce que ça coûte de s'en sortir sans personne. Alors, si je peux être ce quelqu'un pour une autre, même brièvement, ça vaut la peine. » Cette réponse, prononcée sans emphase, circula dans les couloirs, reprise de bouche en bouche. Non comme une devise, mais comme une vérité simple, humaine. Elle n'était pas là pour devenir un symbole. Elle était là pour agir, concrètement, à sa manière. Marc, de son côté, prenait soin de ne pas brouiller les lignes. Il ne l'appelait jamais pendant les horaires de travail, ne s'immisçait pas dans ses décisions. Leur relation, bien que discrète, était désormais un espace d'équilibre où chacun pouvait respirer. Claire ne vivait pas chez lui. Elle tenait à préserver son autonomie. Mais elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. Et cette certitude silencieuse, plus que n'importe quelle promesse, nourrissait leur lien. Certains soirs, ils se retrouvaient simplement pour marcher, sans but. Ils parlaient de tout sauf du passé. Ils évoquaient l'avenir sans l'anticiper. Un soir d'automne, alors qu'ils longèrent les quais, Marc lui dit, presque comme une évidence, « Je ne cherche plus à être parfait, juste à être présent. Et toi, tu m'apprends ça, sans le vouloir. » Claire sourit à peine, mais ses yeux en disaient long. Ils n'avaient pas besoin de grandes déclarations. Ils avaient trouvé un langage plus subtil, fait de gestes et de silence. Elle savait que ce qu'il construisait était rare, non pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il était honnête. Elle continua à prendre soin de sa mère comme elle l'avait toujours fait, mais avec plus de légèreté. Elle n'était plus seule. Pas dans le sens où quelqu'un faisait à sa place, mais dans celui où elle pouvait désormais se reposer, parfois, sur une épaule fiable. Ce n'était pas une dépendance, c'était une alliance, et cela changeait tout. À la Fondation,
Elle devint une référence discrète. Pas une figure charismatique, mais une présence constante, respectée, écoutée. Elle ne cherchait pas à s'imposer, mais on venait vers elle. Parce qu'elle inspirait confiance. Parce qu'elle incarnait ce que beaucoup espéraient, la possibilité d'un nouveau départ, sans bruit, mais avec force. Un quotidien reconstruit, un amour naissant, une vie choisie. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Quelques mois plus tard, la Fondation organisa un événement public destiné à célébrer ses nouvelles actions et à présenter les résultats des programmes mis en place depuis sa création. L'occasion rassemblait des partenaires, des financeurs, des associations partenaires, des bénéficiaires, mais aussi quelques représentants des autorités locales. Le format avait été conçu pour rester modeste, fidèle à l'esprit de la structure. Pas de strass, pas de mise en scène excessive. L'objectif était simple, mettre en lumière les histoires vraies, les avancées concrètes, les voix longtemps réduites au silence. Claire, d'abord, avait refusé d'intervenir. Elle estimait que son rôle n'était pas de parler, mais d'agir dans l'ombre. Mais l'équipe insista, non par flatterie, mais parce que son parcours symbolisait à lui seul ce que la Fondation tentait de faire chaque jour, permettre à des femmes de reprendre leur place dans la société sans se trahir, sans se dénaturer. Après plusieurs jours de réflexion, elle accepta. Elle rédigea son intervention seule, tard dans la nuit, à la table de sa cuisine. Pas pour impressionner, ni pour convaincre, simplement pour dire ce qui lui semblait juste. Le jour venu, elle arriva en avance, comme à son habitude. Elle portait une robe sobre, choisie sans prétention, mais qui la mettait en valeur. Son regard restait calme, même si elle sentait au fond de sa poitrine cette pression discrète qui précède les moments importants. Elle salua les équipes techniques, valida les derniers détails, puis se retira quelques instants à l'écart. Elle ne répétait pas son discours, elle le connaissait par cœur. Ce n'était pas un texte, c'était une part d'elle. Quand vint son tour de parler, elle monta sur l'estrade avec lenteur. Le silence s'installa dans la salle, un silence attentif, respectueux. Claire regarda brièvement l'assistance, puis fixa un point au fond de la pièce. Elle respira profondément, puis se lança. Elle raconta son parcours, sans emphase. Elle parla de la fatigue, de l'invisibilité, des gestes répétés chaque jour sans reconnaissance. Elle évoqua sa mère, ses années de lutte, ses efforts pour simplement maintenir la tête hors de l'eau. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais rêvé de grandeur, seulement d'un peu de paix, d'un endroit stable, d'un quotidien sans peur. Puis elle aborda le jour où tout avait changé. Non pas par un miracle, mais par un simple geste. Elle raconta avec pudeur l'épisode du taxi. Un moment si court, mais qui avait ouvert une brèche. Elle ne nomma pas Marc. Elle parla d'un inconnu, d'un homme en détresse, qu'elle avait aidé sans réfléchir, et de ce que ce geste avait déclenché sans qu'elle le sache. Elle termina son discours d'une voix claire, ferme. Parfois, un petit geste ne change pas seulement la journée de quelqu'un. Il change une vie entière. Un silence suivit ces mots. Puis des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis francs, puis intenses. Toute la salle se leva. Claire resta droite, sans fausse modestie, mais sans chercher à attirer l'attention. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, rien de plus. Mais c'était suffisant. Parmi les personnes présentes, Marc l'observait depuis le fond de la salle. Il n'avait pas été annoncé. Il ne s'était pas mis en avant. Mais il était là, debout, les bras croisés, le regard posé sur elle avec une émotion visible. Il ne souriait pas. Il ne pleurait pas. Il regardait simplement cette femme qui, quelques mois plus tôt, avait payé sa course de taxi sans poser de questions et qui aujourd'hui, sans jamais avoir demandé de retour, avait construit quelque chose de grand. À la fin de la cérémonie, Claire descendit de l'estrade, remercia quelques personnes, puis se dirigea vers la sortie pour prendre l'air. Elle le vit alors, debout, l'attendant à distance. Elle s'approcha. Ils ne dirent rien pendant un moment. Puis Marc murmura, suffisamment fort pour qu'elle entende, malgré les bruits alentours, « Tu m'as changé aussi ». Claire hocha la tête. Elle n'avait pas besoin de confirmation, mais l'entendre là, dans ce contexte, donnait un poids nouveau à ce qu'ils avaient vécu. Ce n'était plus seulement une histoire entre deux personnes, c'était un exemple, une trajectoire, une preuve que même les vies les plus discrètes pouvaient porter en elles une force immense. Ils quittèrent l'événement ensemble, sans se presser. Il n'y eut pas de promesses échangées, pas de plan détaillé pour l'avenir. Ce qu'ils partageaient désormais dépassait les mots. C'était une présence mutuelle,
une solidité acquise dans l'épreuve. Claire savait que les défis n'étaient pas finis. La vie ne devenait pas soudain facile, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule, ni dans son travail, ni dans son cœur. Et surtout, elle savait qu'elle avait choisi. Non par hasard ni par défaut, mais parce qu'un jour, sous une pluie fine, elle avait fait un geste qui n'attendait rien, et que ce geste, en retour, avait tout transformé.